La corde était déjà autour de son cou lorsque le cow-boy ivre tituba dans la ville. Clara Wynne se tenait sur l'échafaudage en bois au milieu de la place poussiéreuse de Redwater, les mains liées derrière le dos, les larmes dessinant des lignes nettes sur ses joues maculées de saleté. Le nœud coulant rugueux lui éraflait la peau pâle tandis que le juge Silas Dorn lisait la sentence à la foule rassemblée d'une quarantaine de personnes. Elle avait 23 ans, était couturière et orpheline, et dans 10 minutes, elle serait pendue pour un crime qu'elle n'avait pas commis. La voix tonitruante du juge Dorn résonnait sur la place, la déclarant coupable d'avoir volé la broche en saphir de sa femme, un bijou qui valait plus que ce que la plupart des habitants de Redwater gagneraient en une vie. Clara travaillait tard dans le salon de Madame Dorn, cousant une robe, lorsque la broche avait disparu. Elle était la seule personne présente. La seule suspecte. Mais Clara connaissait la vérité. Elle avait vu Madame Dorn enterrer elle-même la broche dans le jardin derrière leur maison, la cachant sous les rosiers. La femme l'avait piégée, mais qui croirait la parole d'une orpheline sans le sou contre celle de la femme du juge? La foule murmurait, partagée entre la curiosité et le malaise. Certains détournaient le regard, d'autres fixaient la scène avec une fascination sinistre. Les enfants collaient leur visage contre les vitres du magasin. Cela faisait 3 ans que Redwater n'avait pas connu de pendaison publique, et le juge Dorn voulait s'assurer que celle-ci resterait dans les mémoires. Les genoux de Clara tremblaient tandis que le bourreau, un homme décharné nommé Edwin Pike, testait la trappe sous ses pieds. Le bois grinçait de façon inquiétante. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine ou l'étouffer plus vite que la corde. Elle essaya de prier, mais aucun mot ne lui venait. Comment Dieu pouvait-il permettre cela? Elle n'avait jamais fait de mal à personne, n'avait jamais rien volé. Elle travaillait 16 heures par jour depuis l'âge de 14 ans, raccommodant des chemises et des pantalons pour les familles de la ville, économisant quelques centimes pour louer sa petite chambre au-dessus du magasin général de Branson. Le juge Dorn referma brusquement sa montre de poche en argent et fit un signe de tête à Edwin. La main de l'homme se dirigea vers le levier. Puis vint le bruit des éperons qui cliquetaient sur les marches en bois. Lent. Lourd. Délibéré. Le cow-boy ivre qui gravissait ces marches était sur le point de tout changer, et ce qu'il transportait dans sa sacoche allait transformer cette exécution en un événement que Redwater n'oublierait jamais. Colt, Iron River, MC Alisté empestait le whisky et la poussière après 3 jours de route. Ses bottes frappaient chaque planche avec le rythme paresseux d'un homme qui avait passé sa matinée dans un saloon à 2 villes de là. Son chapeau noir était de travers et son long manteau était taché par la route. Pour la plupart des spectateurs, il ressemblait à un autre vagabond qui s'était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais les yeux injectés de sang de Colt ne manquaient rien, la foule nerveuse, la main du juge Dorn posée de manière trop confiante sur son arme, la terreur dans les yeux de la jeune fille. Il avait vu suffisamment de pendaisons pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Il s'agit d'une procédure judiciaire, aboya le juge Dorn, rouge de colère. Circulez, cow-boy, avant que je ne vous fasse emprisonner pour trouble à l'ordre public. Colt vacilla légèrement, mais ne recula pas. Sa voix était pâteuse, mais suffisamment forte pour que tout Redwater l'entende. Légal, dit-il en désignant Clara. Vous appelez ça légal? Vous êtes sur le point de pendre une fille qui ne ferait pas de mal à une mouche. Qu'a-t-elle fait? Elle a dévalisé toute la ville? La foule s'agita nerveusement. Quelques personnes échangèrent des regards. Le cow-boy était peut-être ivre, mais il posait la question que tout le monde avait trop peur de poser. Le juge Dorn serra les mâchoires. C'est une voleuse. Elle a volé des biens de valeur à ma femme. La loi est claire sur ce genre de choses. Votre femme, hein? Colt eut un rire sec et sans humour qui résonna sur la place. Les biens, n'est-ce pas charmant, le juge, le jury et la victime partageant tous la même table pour le petit déjeuner. Clara regarda l'inconnu avec incrédulité. Personne n'avait pris sa défense pendant le procès. Personne n'avait osé remettre en question la parole du juge. Pourtant, ce cow-boy ivre, un parfait inconnu, tenait tête à l'homme le plus puissant de Redwater. Le juge Dorn s'avança, la main posée sur la crosse de son pistolet. Je vous suggère de partir, monsieur, avant de vous retrouver à partager sa vue depuis cette plateforme. Mais Colt ne bougea pas. Au lieu de cela, il plongea lentement la main dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose qui fit halter plusieurs personnes dans la foule. Un badge cabossé, terni, mais indéniablement authentique. Les mots gravés dessus étaient à peine visibles, mais tous les hommes et toutes les femmes présents sur la place pouvaient les lire, adjoint du marshal des États-Unis. Le juge Dorn pâlit.
Sa main, jusqu'alors assurée, se crispa près de son étui, mais il ne dégaina pas. La foule se tut, même les enfants agités aux fenêtres se figèrent. Colt remit le badge dans sa poche. « Bon, juge, dit-il, ces mots encore légèrement indistincts mais empreints d'une fermeté à toute épreuve malgré le whisky, vous disiez que la loi était claire ?» Pour la première fois depuis des jours, Clara sentit l'espoir renaître en elle. Un marshal. Un véritable homme de loi. Peut-être que Dieu ne s'était pas détourné d'eux après tout. Mais le juge Dorn n'était pas idiot. Des années de corruption lui avaient appris à transformer le danger en contrôle. Marshal ou pas, dit-il d'un ton sec, vous n'avez aucune autorité ici. C'est une affaire qui concerne Redwater, jugé et condamné selon la loi locale. La loi locale, répéta Colt d'une voix basse, presque pensive. Il vacilla légèrement, mais son regard restait perçant. Parlez-moi de votre procès, juge. Combien de temps a-t-il duré? Qui a pris la défense de la jeune fille? Quelles preuves avez-vous présentées? La tension monta dans la place. Dorn hésita avant de répondre. Elle a été prise en flagrant délit. La broche de ma femme avait disparu, et la jeune fille était la seule présente. En flagrant délit, demanda Colt d'une voix plus forte. Vous voulez dire que vous avez trouvé la broche sur elle? En sa possession? Eh bien, non, mais rien. Colt fit un pas envers lui, les planches craquant sous ses bottes. Vous allez pendre cette fille parce qu'un bijou a disparu alors qu'elle se trouvait dans la pièce? Un murmure parcourut la foule. Madame Loring, l'institutrice, chuchota quelque chose à son mari. Le vieux Ben Carvey ôta son chapeau et se frotta le crâne chauve. Même le shérif Tom Garvey, debout à côté de l'estrade, se dandina nerveusement. Les preuves, dit Dorn d'une voix tendue, sont suffisamment claires à mes yeux. Des preuves? Colt éclata d'un rire sans joie. J'ai vu plus de preuves lors d'un concours de tarte derrière une église. Où est la broche maintenant, monsieur le juge? Avez-vous fouillé sa chambre? Parlé à quelqu'un d'autre? Ou avez-vous simplement décidé qu'elle était coupable parce que cela facilitait les choses? Clara écarquilla les yeux. Toutes les questions qu'il posait auraient dû être posées par son avocat commis d'office, mais M. Alrigain avait passé 10 minutes à faire semblant de la défendre. L'autorité du juge Dorn, autrefois intouchable, s'effritait sous les yeux de la ville. « Marshal, dit-il en serrant les dents, je me fiche du badge que vous portez. Cette fille est coupable, et elle sera pendue. » Mais Colt avait déjà la main dans sa sacoche. Quand il la ressortit, le juge Dorn recula d'un demi-pas. Car ce que Colt McAllister tenait n'était pas seulement une preuve qui pouvait sauver Clara Wynne, c'était une preuve qui pouvait détruire tout l'empire que Dorn avait bâti à Redwater. La broche en saphir captait la lumière du soleil de fin d'après-midi et brillait comme un feu bleu. Colt la leva bien haut pour que tout le monde puisse la voir, le filigrane d'or complexe, les pierres indubitables, scintillant comme la justice qui finissait par rattraper, la tâche que Madame Dorn avait décrite en détail pendant le procès. C'était sans aucun doute la même broche que Clara Wynne était censée avoir volée. J'ai trouvé ça enfoui dans le jardin derrière la maison du juge il y a environ 1 heure, annonça Colt, sa voix rompant le silence stupéfait. C'est un endroit étrange pour une broche volée, vous ne trouvez pas? Le visage du juge Dorn devint blanc comme un linge. C'est impossible. Vous mentez. Vraiment? Les yeux injectés de sang de Colt se fixèrent sur lui avec une précision féroce. Votre femme a dit à toute la ville que cette broche avait été volée dans son coffret à bijoux pendant que mademoiselle Wynne travaillait dans votre salon. Mais la voici, enfouie dans votre propre jardin, enveloppée dans ceci. Il sortit un morceau de tissu en soie, fin et coûteux, provenant sans aucun doute d'une robe de femme. Plusieurs femmes dans la foule poussèrent un cri de surprise, elles avaient reconnu le motif. Il provenait d'une des robes préférées de Madame Dorn. Clara faillit s'effondrer de soulagement. Elle avait eu raison. Elle avait vu Madame Dorn enterrer quelque chose cette nuit-là. Lorsqu'elle avait essayé d'en parler à son avocat, celui-ci avait qualifié cela d'hystérie. Mais maintenant, la vérité était évidente. La foule se mit à murmurer, confuse, en colère, incrédule. Le vieux Ben Carvey s'avança, le visage ridé déformé par le dégoût. « Monsieur le juge, qu'est-ce que cela signifie ?» Mais le juge Dorn n'était pas prêt à abandonner. Cet homme travaille clairement avec la jeune fille, aboya-t-il. Il a placé cette preuve pour sauver sa complice. Complice? Colt rit, d'un rire grave et froid.
Monsieur le juge, je suis arrivé dans cette ville il y a 20 minutes. Je n'ai jamais vu cette fille de ma vie. Mais j'ai vu beaucoup d'hommes malhonnêtes en beaux habits, et vous en avez l'odeur à 3 compter à la ronde. Le shérif Garvey retrouva enfin sa voix. Monsieur le juge, si la broche a été trouvée dans votre jardin. Elle n'était pas dans mon jardin. Rugit Dorn. Cet ivrogne invente tout ça. Mais Madame Loring, l'institutrice, prit alors la parole. J'ai vu Clara cette nuit-là, juge. Elle est venue chez moi en pleurant. Elle m'a dit qu'elle avait été témoin de quelque chose d'étrange, mais qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle m'a dit la même chose, ajouta Samuel Branson, le commerçant. Elle a dit qu'elle avait vu quelque chose qui pouvait la mettre en danger. Le vent tournait. La foule changeait d'avis, la peur qui les avait réduits au silence se transformait désormais en colère. Le juge Dorn sentait son autorité, son pouvoir soigneusement construit, lui glisser entre les doigts comme du sable. Tout cela n'a aucune importance, cria-t-il d'une voix cassée. Le procès est terminé. La sentence est maintenue. Mais Colt gravissait déjà les marches menant à l'estrade, d'un pas soudainement assuré, presque délibéré. Il n'avait plus l'air ivre. Il rejoignit Clara et commença à desserrer les cordes qui lui liaient les poignets. Éloignez-vous du prisonnier, rugit le juge Dorn en sortant son revolver et en le pointant sur la poitrine de Colt. La place se figea. Personne n'osait respirer. Même les enfants aux fenêtres restèrent immobiles. C'est alors que Colt prononça les mots qui allaient changer Redwater à jamais et révéler la véritable raison pour laquelle il était venu dans cette ville abandonnée. Je suis venu ici pour vous, Silas Dorn. Sa voix était sobre, calme, mortelle. Tout signe d'ivresse avait disparu. Il se tourna complètement vers le juge, ignorant le canon pointé sur son cœur. 3 ans, dit-il calmement. Cela fait 3 ans que je te traque. Depuis que tu as disparu de Carson City avec $50 000 provenant des fonds territoriaux. La foule retint son souffle. Le visage du juge Dorn devint livide. Tu es fou. Je sers cette communauté depuis 5 ans. 5 ans, répéta Colt d'une voix posée, sous un nom volé. Sa main se posa près de son étui. Votre vrai nom est Henry Blackstone, ancien trésorier territorial du Nevada. Vous avez détourné des fonds publics et vous vous êtes enfui vers l'ouest. Clara resta figée, la corde toujours autour du cou, tandis que la vérité se dévoilait sous ses yeux. Madame Loring reprit la parole, la voix tremblante. Est-ce vrai? Avons-nous vécu sous le règne d'un criminel? La main du juge Dorn, qui tenait son arme, tremblait. Des mensonges. Tout ça. Cet ivrogne raconte des histoires pour sauver sa copine. Ma copine? Le sourire de Colt était sinistre, son regard dur comme la pierre. Je vous l'ai dit, je ne l'avais jamais vu avant aujourd'hui. Mais quand je suis arrivé en ville et que je vous ai vu vous apprêter à pendre une fille innocente juste pour couvrir vos traces. Le vol de sa femme m'a juste facilité la tâche, dit Colt d'un ton sinistre. Tout le monde pouvait désormais voir clairement ce qui s'était passé. Madame Dorn avait volé sa propre broche pour couvrir les traces de son mari, et le juge Dorn avait fait porter le chapeau à Clara afin d'éliminer le seul témoin qui pouvait le dénoncer. Mais il n'avait pas prévu qu'un marshal américain se présenterait au pire moment possible. Le shérif Garvey s'avança, une main près de son revolver. Monsieur le juge, vous devez baisser votre arme et répondre à ces accusations. Je suis la loi dans cette ville. Rugit Dorn, le visage déformé par la rage. C'est moi qui décide qui vit et qui meurt. Mais les habitants de la ville se rapprochaient. Ben Carvey, Samuel Branson, Madame Loring et une douzaine d'autres personnes montaient les marches menant à l'estrade. Le juge était en infériorité numérique, moins bien armé et acculé. Si vous étiez le marshal Colt MC Allister, que feriez-vous? Essayeriez-vous de raisonner cet homme désespéré au risque de mettre en danger des vies innocentes, ou dégaineriez-vous votre arme pour mettre fin à cette impasse avant que le sang ne coule? Car la décision que Colt allait prendre allait déterminer si Clara Wynne vivrait pour voir un autre lever de soleil. La main du marshal planait au-dessus de son étui, les yeux rivés sur le doigt tremblant du juge Dorn posé sur la gâchette. Un seul mouvement brusque, et cette place poussiéreuse allait sombrer dans le chaos. C'est alors qu'un cri de femme, provenant de l'autre côté de la place, brisa la tension. Harrison, arrête. Elle sait pour Rebecca. Toutes les têtes se tournèrent. Madame Dorn courait vers l'estrade, sa robe bleue coûteuse flottant au vent, les cheveux défaits, le visage baigné de larmes. Elizabeth,
retourne à la maison, aboya Dorn, la voix cassée. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle monta les marches en trébuchant, haletante. Elle sait, Harrison. La fille a vu les lettres de Rebecca. Ce nom frappa le juge comme une balle. Son visage s'assombrit, toute sa fureur s'évanouit, remplacée par quelque chose de vide, la peur. La voix de Colt était calme, tranchante comme une lame. « Et qui est Rebecca, juge ?» Madame Dorn s'effondra complètement, la voix tremblante face à la foule. « Rebecca, c'est sa première femme. À Carson City. Il a dit à tout le monde ici qu'il était veuf, mais Rebecca est toujours en vie. » Un murmure stupéfait parcourut la foule. La bigamie était un crime grave, mais pire encore, cela prouvait que chaque mot prononcé par le juge était un mensonge. Clara retrouva sa voix, tremblante mais claire. « J'ai vu des lettres, dit-elle doucement. Quand je travaillais dans votre salon, Madame Dorn, je vous ai vu lire des lettres signées, votre épouse qui vous aime, Rebecca. Vous avez vu que je les avais remarquées, n'est-ce pas ?» Madame Dorn acquiesça tristement. Je savais qu'elle comprendrait. Harrison m'a convaincu de la faire accuser de vol, afin de garder son secret enfoui. Le pistolet du juge Dorn glissa de sa main. Le poids de ses péchés était désormais trop lourd. Elisabeth, je t'en prie. Croassa-t-il. Elle s'approcha en sanglotant. Non, Harrison. Je ne te laisserai pas pendre une fille innocente pour protéger tes mensonges. Je t'ai déjà aidé à voler le territoire. Je t'ai déjà aidé à te construire une fausse vie. Mais je ne t'aiderai pas à commettre un meurtre. Le shérif Garvey s'approcha et prit doucement l'arme des mains molles de Dorn. La lutte était terminée. Le puissant juge n'était plus qu'un homme brisé. Colt retira rapidement le nœud coulant du cou de Clara et coupa ses liens. Elle s'effondra à genoux, haletante, les larmes coulant sur son visage enfin libre. « Merci », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Comment avez-vous su qu'il fallait chercher dans le jardin ?» Colt l'aida à se relever. « Je ne le savais pas », répondit-il simplement. Mais quand j'ai vu Madame Dorn regarder par la fenêtre, se tordant les mains comme si elle avait le diable sur la conscience, j'ai tenté le coup. Je suppose que j'avais raison. La foule commença à se disperser, les voix basses et colériques, réalisant depuis combien de temps elle vivait dans le mensonge et la corruption. Le shérif Garvey plaça les Dorn en état d'arrestation, bien que Madame Dorn n'opposa aucune résistance. Le vieux Ben Carvey se tourna vers le marshal. « Et maintenant, que va-t-il se passer, marshal ?» Colt regarda les visages fatigués des habitants de Redwater, ces gens honnêtes qui avaient enfin découvert la vérité. Son chapeau lui cachait les yeux lorsqu'il répondit calmement. « Maintenant, cette ville repart à zéro. Par un escroc vêtu d'une robe de juge. À quoi pouvons-nous encore faire confiance ?» Caleb expira lentement, ses yeux balayant la rue principale poussiéreuse de Red Valley, où les lanternes s'allumaient une à une point. « Recommencer à zéro, dit-il calmement. Brûlez tous les faux papiers, tous les faux actes. Éligissez un homme qui craint Dieu plus que l'or. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé ici quand les gens ont cessé de poser des questions. » Les habitants acquiescèrent solennellement. La justice à Red Valley avait été achetée et vendue pendant trop longtemps. Aujourd'hui, pour la première fois, elle avait un prix que personne ne voulait payer à nouveau. De retour à la prison, Harrison Whitlock, le juge disgracié, était affalé sur sa couchette, fixant les murs comme s'il pouvait effacer ses péchés. Sa femme, Eliza, était assise en face de lui, pâle et tremblante. « Je leur ai tout dit », murmura-t-elle. À propos de Rebecca, des actes de propriété, des pendaisons. Le visage de Whitlock se tordit d'amertume. « Tu m'as détruit. »« Tu t'es détruit toi-même », répondit doucement Eliza. « Et tu as failli détruire cette ville. » Lorsque Caleb entra, la pièce devint silencieuse. Il portait le registre relié de cuir, celui qui contenait tous les crimes, tous les mensonges. « Ceci sera envoyé à la Cour fédérale de Santa Fe, dit-il d'un ton neutre. Tu y seras jugé. » Whitlock leva les yeux, le regard vide. « Croyez-vous en la rédemption, Marshal ?» Caleb l'observa longuement. « Pas pour les hommes qui ne l'ont jamais recherché avant d'être arrêtés. » Dehors, le shérif Eli Morrison regardait le prisonnier être conduit vers un chariot qui l'attendait pour Santa Fe. Le vent nocturne portait le bruit des chaînes qui cliquetaient, une chanson sinistre d'une justice attendue depuis longtemps. Plus tard, dans le calme du magasin de Samuel Miller, Marlowe était assise près de la fenêtre,
une couverture sur les épaules. Elle regardait la potence vide se découper dans le clair de lune. Caleb entra, ses bottes raclant doucement le plancher en bois. « Ils sont partis, dit-il. Tous les deux. Marlowe acquiesça, mais ne sourit pas, c'est étrange. Je pensais me sentir libre une fois que ce serait terminé. Mais tout ce que je ressens, c'est de la fatigue. Caleb lui versa une tasse de café et la lui tendit. La liberté est lourde, dit-il. Il faut du temps pour la porter correctement. Elle leva alors les yeux vers lui, le regarda vraiment. Tu vas rester? Il secoua la tête. Il y a d'autres villes, d'autres juges, d'autres mensonges à traquer. Mon badge ne me laisse pas le temps de me reposer longtemps. Elle sourit faiblement. Alors promets-moi que tu reviendras un jour. Caleb remit son chapeau sur sa tête et lui fit un petit signe de tête. Si le vent est clément. Alors qu'il quittait Red Valley le lendemain matin, le soleil levant se reflétait sur le badge sur sa poitrine, dont l'éclat était terni par la poussière, mais qui brillait toujours. Derrière lui, la ville commençait à s'animer, des portes s'ouvraient, des commerçants balayaient leurs porches, un nouveau juge était choisi. Pour la première fois depuis des années, la justice n'était pas achetée, elle était méritée. Et quelque part à l'horizon, le marshal Caleb Mackenzie chevauchait, à la poursuite de la prochaine tempête. Par un homme qui utilisait la loi comme un masque. Vous aurez bientôt un nouveau juge, dit Caleb. Nommé par le gouverneur territorial, un vrai cette fois. Et une commission examinera toutes les affaires dont Whitlock s'est occupé. Il laissa tomber sa cigarette et l'écrasa sous le talon de sa botte. Cela prendra du temps, mais justice sera faite. Marlowe sortit du magasin de Madame Miller, portant un petit paquet contenant le peu de possessions qu'elle possédait. Le vent du soir soulevait sa robe tandis qu'elle regardait la rue calme de Red Valley, la ville qui avait failli devenir sa tombe. « Où allez-vous aller » demanda Caleb. « À San Francisco, peut-être à Denver » répondit-elle doucement. « Quelque part où je pourrais recommencer à zéro. » Elle le regarda, les yeux remplis d'une sincère gratitude. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, Marshal Mackenzie. » Caleb, la corrigea-t-il gentiment. « Et j'espère que votre nouvelle vie vous apportera la paix que vous méritez. » Pour la première fois, elle sourit un vrai sourire, fragile mais vivant. « Et vous » Il jeta un coup d'œil vers la prison, où le juge Harrison Whitlock et sa femme attendaient leur transfert vers la prison fédérale. « Je pense que je vais rester un moment, dit-il. Aider le nouveau juge à mettre de l'ordre dans ce désordre. M'assurer que les personnes qui ont été lésées obtiennent enfin justice. » Alors que les étoiles commençaient à percer le ciel indigo, le shérif Eli Morrison les rejoignit. « J'ai reçu un télégramme de la capitale territoriale, dit-il. Le procureur arrive la semaine prochaine pour commencer à examiner les affaires de Whitlock. Cela pourrait prendre des mois. »« Tant mieux, dit Caleb doucement. Ces familles méritent des réponses. Madame Whitlock serait poursuivie, mais bénéficierait probablement d'une certaine clémence pour avoir dit la vérité. Son mari passerait le reste de ses jours dans une prison fédérale, à moins que la potence ne l'emporte avant. L'empire de mensonges qu'il avait bâti à Red Valley avait disparu pour de bons points 6 mois plus tard, Marlowe Thorne possédait une petite boutique de couture à Denver. Sa réputation s'est rapidement répandue, non seulement pour la qualité de ses coutures, mais aussi pour sa gentillesse envers les jeunes femmes en difficulté. Elle ne s'est jamais mariée, mais a vécu une vie paisible et digne, entourée d'amis qui la considéraient comme un membre de sa famille. Caleb Mackenzie est resté à Red Valley pendant 2 ans supplémentaires, contribuant à la reconstruction du système judiciaire délabré de la ville. Son intégrité lui a valu le poste de maréchal territorial, une fonction qu'il a utilisée pour éradiquer la corruption de l'autre côté de la frontière. Le shérif Morrison a assuré l'intérim jusqu'à l'arrivée d'un remplaçant permanent de Santa Fe. Ses décisions étaient fermes mais justes, et pour la première fois depuis des années, la population a retrouvé confiance en son palais de justice. La potence de la place de Red Valley a été abattue dès le lendemain matin. Le bois a été brûlé dans un grand feu de joie qui a illuminé la prairie à des kilomètres à la ronde, un signal pour tous ceux qui l'ont vu qu'à partir de ce jour, la justice, et non la vengeance, gouvernerait leur ville. Si vous avez apprécié cette histoire de courage et de rédemption dans le Far West, assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires de vérité et de justice et cliquez sur la vidéo sur votre écran pour une histoire encore plus puissante, avec une tournure que vous n'oublierez jamais.